Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au crowdfunding, au secteur du crowdfunding en France, à destination des épargnants particuliers. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'être accompagnés tout d'abord par Florence Demopou. Bonjour Florence Demopou. Bonjour Nicolas. Vous êtes déléguée générale adjointe en charge du financement participatif au sein de France FinTech. Je rappelle d'ailleurs que Finance Participative, donc, qui était l'association dédiée au crowdfunding, a fusionné avec France FinTech en juin dernier. Tout à fait. Donc c'est toujours en phase de fusion ou... C'est fusionné. C'est fusionné, c'est acté. Et à vos côtés, on a le plaisir d'accueillir également Alexandre Toussaint. Bonjour Alexandre Toussaint. Bonjour Nicolas. Vous êtes président et fondateur de Baltis, plateforme de crowdfunding qu'on a pu connaître sur le sujet crowdfunding immobilier, mais qui ne fait pas que ça, qui fait aussi des énergies renouvelables et plus récemment aussi de l'investissement dans des startups. Vous allez nous en parler dans un instant. Mais on va commencer avec vous, Florence Demopou. Pourquoi est-ce qu'on fait une émission sur le crowdfunding ? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle crowdfunding ? Comment rebondir ? Parce que l'année 2024 a pu être un petit peu compliquée pour le crowdfunding dans son ensemble et pour certaines verticales du crowdfunding comme le crowdfunding immobilier. Si je dis pas de bêtises, la collecte l'année dernière c'était 1,7 milliard d'euros en recul de 17% en 2024 et plombé notamment, si je peux utiliser ce terme, par le crowdfunding immobilier qui a reculé de près de 26% à 25,9% sur la période et qui ne représente plus que près de 50% de la collecte globale, là où le crowdfunding immobilier tirait le secteur sur les années précédentes. C'est aussi pour ça qu'on le regarde d'aussi près aujourd'hui, Florence Demopou. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça aussi qu'on a un secteur qui, en 2024, a connu une baisse de la collecte significative. Je ne vais pas répéter les chiffres, mais effectivement, ça fait 2 ans que la collecte du financement participatif diminue. Et donc, on est repassé sous la barre des 2 milliards d'euros de collecte en 2024, avec un secteur qui est tiré en 2022, le financement participatif de l'immobilier, c'était 70%. Et en 2 ans, il est retombé à 50%. Donc ça reste la locomotive du secteur, parce que c'est quand même 50% de la collecte. Mais effectivement, il perd un peu des parts de marché dans le financement participatif global. Qui voit notamment les secteurs des énergies renouvelables prendre une part croissante, et ça a un attrait important. On a un effet vase communicant un petit peu, ou juste rééquilibrage entre les différentes verticales. Pour l'instant, plutôt rééquilibrage entre les différentes verticales que vase communicant. Mais effectivement, le financement participatif des énergies renouvelables se porte plutôt bien, avec entre 2023 et 2024 une collecte assez standard, assez régulière. Alors, un mot quand même sur ce crowdfunding immobilier. On a vu effectivement un recul important de la collecte en 2024. D'abord Florence Demopou et ensuite Alexandre Toussaint. C'est dû à quoi ? C'est dû au secteur immobilier, c'est dû aux difficultés de sortir des logements neufs, ce qui ensuite a créé des complications à la chaîne vis-à-vis de certaines plateformes. Comment est-ce qu'on l'explique ? Oui, alors la crise immobilière, le financement participatif dépend du sous-jacent qui le finance. Bien sûr. À partir du moment où il y a une crise de l'immobilier en France, inévitablement, le secteur du financement participatif de l'immobilier est affecté. Et donc, on a vu en effet des promoteurs et des marchands de biens mettre la clé sous la porte, même s'ils étaient solides, parce qu'il y a plus de marché de l'immobilier, il y a des fortes difficultés à vendre les actifs immobiliers. Bien sûr, oui. Et donc, il y a des retards qui traînent, et à un moment aussi, des banques qui ferment les verrous et qui disent je ne peux plus continuer à proroger ce projet, il faut mettre un terme, et donc ça entraîne des procédures dans liquidation judiciaire, etc. Donc effectivement, la crise immobilière a fortement affecté l'ensemble du secteur. Il y a aussi, de manière un peu plus globale, un contexte de crise économique. On a eu 65 000 entreprises qui ont mis la clé sous la porte en 2024, donc ça n'a jamais été aussi Là, on ne parle pas au-delà de l'immobilier. Au-delà de l'immobilier, c'est l'ensemble du secteur économique qui est pas mal en souffrance, avec des PGE dus à la période Covid qui arrivent à terme, il faut rembourser. Donc des entreprises qui n'arrivent plus à faire face à ces nouvelles, à ces demandes de remboursement, avec un contexte économique et géopolitique qui est quand même un peu compliqué. On a eu une dissolution de l'Assemblée, on a eu un projet de loi de finances qui a traîné, qui a vu le jour seulement en 2025. Donc, en termes d'investissement, pour les investisseurs, en termes de fiscalité, ils ont eu une fin d'année 2024 un peu compliquée, dans le flou. Donc, tout ça n'a pas favorisé la collecte en financement participatif et la confiance des investisseurs pour investir
de manière générale, mais en particulier dans l'investissement participatif. Alexandre Toussaint, comment vous l'avez vécu cette année 2024 chez Baltis? On l'a vécu un peu comme 2023. D'accord. Effectivement, ça Donc fait, c'est 2 années, 2023-2024. c'est effectivement, comme disait Florent, c'est la deuxième année où la collecte, on n'est pas en décollecte, mais la collecte n'est plus en croissance, mais en décroissance. Donc ça fait 2 ans que le crowdfunding et le crowdfunding immobilier sont en baisse en termes de collecte, parce qu'effectivement l'environnement macroéconomique, géopolitique, etc. influence sur les projets. Attention, ce ne sont pas les plateformes qui sont en retard, ce sont les projets des plateformes qui sont en retard, donc il faut bien faire la distinction. Bien sûr. Et ces projets sont en retard parce que l'environnement fait que ça tangue, que ça prend du retard, que les entreprises vont moins bien, et on arrive à cette situation-là. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué. Après, dans chaque crise, il y a aussi des opportunités. Donc on voit aussi qu'aujourd'hui, les meilleurs projets à financer sont ceux d'aujourd'hui, que le marché se consolide. Il y a des plateformes qui se font racheter, il y a des plateformes qui fusionnent, il y a des plateformes qui s'adossent à des sociétés de gestion. Donc le marché se professionnalise aussi. Bien sûr. C'est aussi une source d'opportunités pour les plateformes et donc pour les investisseurs derrière. Les plateformes qui ont pu être pas mal attaquées quand même si c'était le marché de l'immobilier, sur la sélectivité des dossiers. Alors quand on dit les plateformes, il y a des réalités différentes dans chaque plateforme, mais il y a aussi eu ce sujet-là et donc cette nécessité à bien sélectionner les dossiers. C'est sûr, quand l'argent se collecte facilement, on a tendance à vouloir faire plus de projets et donc à être peut-être un peu moins sélectif sur les projets. Ça, c'est, on va dire, c'est la nature qui fait ça. Donc, le revers de la médaille, c'est aujourd'hui, 2 ans après, les projets finalement étaient peut-être pas si bons. Oui. Il y a aussi des projets qui étaient très bons au départ, qui le sont toujours aujourd'hui. Le projet, mais l'opérateur, lui, a des difficultés. D'accord. Parce que PGE, parce que d'autres projets à côté, il n'a pas qu'un seul projet sur la plateforme. Donc, oui, la sélection était importante au départ. Et le succès d'un projet, c'est sa sélection au départ, mais c'est aussi sa gestion et son suivi pendant toute la phase de financement. D'accord. Et aussi potentiellement l'accompagnement en cas de retard, l'accompagnement en cas de difficulté, l'accompagnement de l'opérateur et aussi communication avec l'investisseur. Bien sûr. Donc il faut lui donner des nouvelles régulièrement, il faut l'accompagner, il faut organiser des webinaires avec le porteur de projet pour que la communication soit fluide. Souvent, l'investisseur, il n'est pas inquiet, il veut juste avoir des nouvelles, il veut juste savoir à peu près où il va, il veut juste se dire, voilà, ce projet-là qui devait se rembourser en mars 25, ça sera plutôt juin 25 pour qu'il puisse s'organiser en termes de trésorerie. Donc la communication est très importante, et donc les plateformes mettent beaucoup d'énergie, recrutent parfois, en tout cas c'est notre cas chez Baltis, on recrute des personnes dans le suivi des participations. Cette émission s'appelle, Alexandre Toussaint, comment rebondir. Alors c'est plus à destination des plateformes. Là on a parlé de crowdfunding immobilier. Il n'y a pas que ça dans l'univers du crowdfunding. Il y a une collecte qui est quand même, alors on a dit, moins 17,1%, mais qui est quand même toujours présente sur le sujet crowdfunding. Qu'est-ce qu'on fait? On diversifie ses investissements aujourd'hui quand on veut investir via du crowdfunding? Quand un marché va mal, la conclusion est souvent la même, diversification. D'accord. Quand tout va bien, on dit aussi diversification. C'est dans tous les secteurs d'activité immobilier. Diversifier quoi qu'il arrive. Diversifier, d'autant plus quand les marchés sont compliqués. Les marchés financiers, le marché immobilier, tout le contexte français, voire européen, est compliqué, voire maintenant mondial depuis quelques semaines. Donc il faut diversifier sur plusieurs classes d'actifs. Donc c'est aussi pour ça que beaucoup de plateformes baissent leur ticket d'entrée pour diversifier en termes de nombre de tickets. D'accord. Et aussi en typologie de projet. On a parlé des ENR, on a parlé un peu des startups, on a aussi d'autres classes d'actifs plus alternatives qui existent, qui arrivent, dans le but que l'investisseur puisse être exposé sur plusieurs classes d'actifs, potentiellement dans plusieurs pays. Et si effectivement il y a une classe d'actifs qui marche un peu moins bien, elle est compensée par une autre. Et ça va jusqu'où cette diversification alors? Parce qu'il y a l'investissement en capital dans les entreprises, il y a l'investissement effectivement dans des projets immobiliers, les énergies renouvelables, on finance des éoliennes ou des parcs photovoltaïques. Il y a d'autres manières de diversifier aussi ces investissements? Alors il y en a beaucoup d'autres. Alors déjà, quand on finance des startups, il y a des startups dans différentes activités, dans le spatial, dans l'industrie, dans l'eau, dans le sport, dans la santé. Donc déjà, dans la défense un peu en ce moment. Dans la défense. Oui, c'est un sujet porteur en ce moment, effectivement. Effectivement, là d'ici c'est l'été, toute la partie défense. Et il y a aussi des produits alternatifs. On a évoqué avec Florent juste avant la partie investissement dans les chevaux de course. D'accord. Donc une nouvelle classe d'actifs, une classe d'actifs qui existe, parce qu'on a toujours eu des investisseurs dans les chevaux de course, mais qui se démocratise grâce à l'outil financement participatif pour pouvoir faire investir des particuliers dans des chevaux de course. D'accord. Ou dans l'art, ou dans le vin, ou dans les voitures de collection. Et ça se fait quoi? Via de l'equity, via de la dette? Principalement via de la dette. D'accord. Des émissions obligataires. Donc on vient financer des professionnels. On finance des professionnels de l'immobilier, mais on finance aussi des professionnels dans les chevaux de course, dans l'art, dans les montres, dans le vin. Donc on vient prêter de l'argent à quelqu'un qui sait faire
et on ouvre les portes de cet investissement aux particuliers à partir de 100 euros. Florence de Maupoux, le sujet diversification, vous le constatez aussi, alors peut-être de manière plus générale, puis vis-à-vis de l'appétence des investisseurs, une manière de leur parler aujourd'hui dans ce contexte après l'année 2023 et 2024, c'est de leur dire on peut diversifier les investissements via cet outil du crowdfunding immobilier, qui se professionnalise. Oui. Ouais. Il faut diversifier l'investissement et effectivement on a une diversification des secteurs, il y a une démocratisation de l'investissement dans toute typologie de secteurs. On voit aussi dans l'univers de l'art, on peut acheter un petit bout d'Andy Warhol. Donc ça c'est important aussi de pouvoir diversifier ces classes d'actifs. Alors il faut faire attention quand même, on investit dans ce qu'on connaît. Bien sûr. Donc c'est un préambule, mais ça permet de toucher un peu à tout, de diversifier dans différents types de plateformes aussi. On a 59 plateformes de financement participatif agréées, avec l'agrément européen aujourd'hui en France, donc c'est beaucoup. Bien sûr, ouais. Il y a une nécessité de consolidation du secteur pour avoir des acteurs qui soient plus forts. C'est un coût réglementaire, je ne l'ai pas mentionné précédemment, mais c'est vrai que au-delà du marché, du contexte économique, il y a aussi le contexte réglementaire qui a été très lourd à porter par les plateformes. Ça fait quoi? Ça fait un an, c'est ça que... Depuis novembre 2023, il y a cette obligation, donc on va faire 1 an et demi, 2 ans. Et il y a d'autres réglementations qui arrivent. Il y a la réglementation contre la lutte contre le blanchiment pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, pour DORA avec les Digital Act. Voilà, donc le secteur du financement participatif se structure aussi grâce à cette réglementation qui est nécessaire pour avoir des acteurs professionnels et solides. Bien sûr. Mais qui a un coût et qui implique aussi cette consolidation. Et on voit des acteurs qui se diversifient aussi bien sur les secteurs que sur la façon de fonctionner. On voit de plus en plus de premiumisation ou à l'inverse de fractionnement pour permettre d'investir avec des très petits tickets. Alors soit vous investissez à partir de 1 euro, soit vous allez investir sur des montants plus importants avec un système d'abonnement à 1 000, 2 000, 5 000 euros par an pour investir aux côtés de personnalités. Donc c'est intéressant de voir que finalement ça fait 10 ans que le secteur existe et que ça continue à se diversifier, avec peut-être demain des sujets tokenisation, intelligence artificielle et que sais-je. Mais... Très rapidement, Alexandre Toussaint, la diversification, c'est aussi une diversification européenne où le marché français n'en est pas encore là aujourd'hui? Non, je pense qu'il n'en est pas encore là aujourd'hui. Il doit consolider ses acquis en cette période, donc la France. Et c'est plutôt la partie private equity qui va faire qu'on finance des startups qui, elles, ont des ambitions nationales, voire internationales. Donc ça passera plutôt par le sous-jacent. Et s'il y a ouverture des frontières, ce sera plutôt sur les pays limitrophes. Nous, on commence à regarder l'Italie, l'Espagne et le Portugal, donc des pays qui nous ressemblent un petit peu dans la culture et dans la fiscalité, dans le droit immobilier et le financement du private equity. Donc plutôt des pays qui nous ressemblent, mais plutôt sur 2026, je pense. Merci beaucoup Alexandre Toussaint, président et fondateur de Baltis. Merci également Florence de Maupoux, déléguée générale adjointe en charge du financement participatif au sein de France FinTech. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.